concentration de solution des ça doit faire évoquer et doit faire penser à une maladie rénale chronique et on doit dépister la maladie. D'accord? On passe. Comment maintenant la dépister? Le dépistage se fait par, principalement premier, la bandelette urinaire. Très important. La bandelette urinaire, c'est un geste qui est simple, qui est celui-là, bon, c'est le multistique. La différence entre l'abstique et le multistique, c'est le multistique, il contient plusieurs paramètres, comme celui-là. L'abstique, il contient quelques paramètres, les paramètres les essentiels seulement, d'accord? Donc, la bandelette urinaire, maintenant, elle ne fait plus partie de l'exploration biologique. Elle fait partie de l'examen clinique normal et habituel en médecine générale. Si vous recevez en tant que médecin généraliste un patient pour un examen clinique général, vous allez par exemple prendre le stéthoscope, ausculter le cœur, ausculter le poumon, prendre la tension artérielle, mais aussi, si vous ne faites pas une bandelette urinaire, vous n'allez jamais avoir une idée du rein, du fonctionnement rénal. On n'a pas un moyen comme le stéthoscope pour estimer le fonctionnement rénal ou pour chercher une maladie rénale. Vous voyez? Donc, le seul moyen au cabinet, à l'examen clinique, de savoir est-ce que le rein pose de problème ou pas, avant même de faire un bilan biologique, c'est de faire ce geste simple de bandelette urinaire que si je trouve une leucocyturie, par exemple, aseptique, ça va m'orienter vers les maladies interstitielles. Si je trouve une protéinurie, une hématurie, ça va m'orienter vers les maladies glomérulaires, ainsi de suite. D'accord? S'il y a des fois la glycosurie orthoglycémique, c'est-à-dire des fuites de glucose, en dehors du diabète aussi, ça oriente vers une maladie rénale. Ça s'appelle le syndrome de Fanconi. Vous voyez, donc la bandette urinaire doit devenir pour vous un réflexe et un geste de routine lors de l'examen général de votre patient, même s'il ne se plaint pas de son rein. D'accord? Donc, pour le dépistage, la première des choses à faire, c'est faire une bandelette urinaire. Compléter, bien sûr, par la protéine de 24 heures ou le spot urinaire si je trouve quelque chose. Par exemple, si je fais ma bandelette urinaire, je trouve des croix de protéinurie, je suis obligée de compléter mon exploration avec la protéinurie des 24 heures afin de quantifier exactement la fuite des protéines ou faire ce qui se fait sur des urines de 24 heures ou faire tout simplement ce qu'on appelle le spot urinaire. Le spot urinaire, c'est une technique plus moderne qui permet de doser la protéine sans collecter les urines des 24 heures. Donc, c'est plus pratique, c'est plus facile à faire. Le spot, c'est un rapport. En fait, c'est un calcul. On recalcule le rapport entre la protéinurie et la créatinurie. Et ça va nous donner une idée sur le risque de protéines au niveau urinaire. Deuxième moyen de dépistage de la maladie rénale chronique, c'est la mesure de la pression artérielle. Vous voyez la place de la pression artérielle et de l'HTA dans la néphrologie. C'est souvent, l'HTA, je répète, c'est souvent un problème rénal. Donc, pour dépister une maladie rénale chronique, on est obligé, après avoir fait la bandette urinaire, de mesurer la pression artérielle. D'accord? Après, on a l'estimation du DFG par la formule de Schwartz, donc doser la créatinémie afin d'estimer le DFG par la formule de Schwartz parce que c'est un enfant. Sinon, en dehors de ça, en fait, le dépistage de maladie rénale chronique, il est le même chez l'enfant et l'adulte. La particularité, c'est la formule de Schwartz. D'accord? Et faire compléter par une échographie rénale et des voies urinaires afin de rechercher les signes morphologiques de la maladie rénale. D'accord? C'est ça ce qu'il faut faire pour dépister une maladie rénale chronique. D'accord? Même en tant que généraliste, vous devez connaître tout ça. OK? Maintenant, quelles sont les étiologies de la maladie anachronique chez l'enfant? Et ça, il y a une petite différence avec l'adulte, bien sûr. C'est par l'ordre de fréquence. D'accord? Chez l'enfant, parce que c'est notre sujet, chez l'enfant, la première cause de la maladie rénale chronique, c'est les anomalies congénitales, que ce soit du rein ou des voies urinaires. Elles constituent 50 à 60% des causes de maladie. Vous avez on cite ici l'hypodysplasie rénale, c'est-à-dire c'est l'enfant qui naît avec des petits reins, d'accord? Donc avec des petits reins, mais qui ne fonctionnent pas bien, parce qu'on peut avoir des petits reins, mais qui fonctionnent parfaitement. Donc c'est l'hypodysplasie rénale, c'est une anomalie congénitale, c'est des patients qui naissent avec des petits reins qui ne fonctionnent pas bien, d'accord? Il y a aussi ce qu'on appelle les CACUT. C'est quoi les CACUT? C'est les uropathies malformées, c'est les congénitales, c'est les uropathies congénitales. Toutes les uropathies congénitales peuvent être une cause de maladie rénale chronique. CACUT, c'est pour congenital abnormality of the kidney and the urinary tract.
J'ouvre une petite parenthèse. Vous êtes des futurs médecins, vous devez, c'est une obligation, d'apprendre au moins la base de l'anglais médical. Parce que une fois que vous allez avancer dans votre cursus, Inch'Allah, vous allez devenir des médecins spécialistes, vous allez découvrir que vraiment le français est une langue qui est dépassée. Vous n'allez pas trouver des articles intéressants en français. Toutes les recommandations sont rédigées en anglais. Ça vient de l'Amérique. Tout ce qui est de la science vient de l'Amérique. Les Français ne font pratiquement que traduire ce qui vient du monde anglophone. Si vous avez remarqué, même les noms des maladies actuellement sont devenus des noms modernes, noms actuels. Des maladies sont tous des noms anglais. D'accord. Regardez maintenant, on continue à dire une neuropathie malformative, mais normalement, on ne parle plus d'uropathie malformative, on parle de CACUT. D'accord. Comme on ne parle plus d'une insuffisance rénale chronique, on parle de CKD. Vous voyez. Donc, vous devez, en tant que jeune, dès maintenant, commencer à apprendre l'anglais parce que vous allez vraiment avoir besoin. D'accord. On continue. En second plan, après les uropathies, les anomalies congénitales du rein et des voies urinaires, viennent les néphropathies glomérulaires. Les néphropathies glomérulaires chez l'enfant ne constituent que 5 à 15 des causes de la maladie rénale chronique. D'accord. Et les néphropathies héréditaires, avec à peu près 10 à 20 selon les études. Donc, les maladies génétiques. D'accord. Donc, la principale cause, ça c'est une particularité chez l'enfant, la principale cause de la maladie rénale chronique de l'enfant, c'est les anomalies congénitales et c'est surtout les uropathies malformatives, les CACUS. D'accord. On passe. La progression de la maladie rénale chronique, donc maintenant la progression de la maladie rénale chronique vers l'insuffisance rénale terminale, parce que si n'importe quelle maladie rénale, si on ne la traite pas, ça va évoluer systématiquement vers l'insuffisance rénale et puis vers l'insuffisance rénale terminale. D'accord. Donc la progression, elle va se faire vers l'insuffisance rénale terminale et cela est variable et dépend de plusieurs critères. C'est quoi? La progression va dépendre de la maladie rénale initiale. Donc, la progression est plus rapide dans les néphropathies glomérulaires, par exemple. Donc, selon la néphropathie, chaque néphropathie a son propre rythme de progression de l'insuffisance rénale. Il y a des maladies qui progressent rapidement vers l'insuffisance rénale, il y a des maladies qui progressent très lentement vers l'insuffisance rénale. Par exemple, on a parlé de la néphropathie interstitielle chronique, on a dit que la progression vers l'insuffisance rénale terminale, elle est lente, d'accord? Elle est plus ou moins lente. Alors que les atteintes glomérulaires, c'est plus ou moins rapide. D'accord. Si on ne traite pas, bien sûr, parce que les néphropathies glomérulaires, l'objectif de diagnostiquer, c'est de traiter. Si on arrive à diagnostiquer, par exemple, un syndrome néphrotique qui est une néphropathie glomérulaire, je peux le traiter et éviter de passer à l'insuffisance rénale. Mais si je ne traite pas, l'évolution vers l'insuffisance rénale terminale, elle est rapide. D'accord. Elle dépend aussi de la progression de la sévérité de l'atteinte rénale au moment du diagnostic. C'est normal. Si je diagnostique un stade précoce et je vais essayer de stabiliser, voire traiter la maladie. Ce n'est pas comme si je diagnostique la maladie à un stade où l'atteinte rénale est déjà sévère. D'accord. Aussi, on a la présence des facteurs des risques additionnels, c'est-à-dire il y a d'autres agressions sur le rein. Par exemple, il y a l'HTA, l'hypertension artérielle, qui peut être d'origine rénale elle-même, parce qu'après, c'est un cercle vicieux. Le rein, il est responsable de l'HTA, mais après, une fois l'HTA est installée, elle va entraîner des lésions vasculaires sur le rein. Par exemple, il y a une néphropathie glomérulaire qui s'est manifestée par une hypertension artérielle. Mais après cette hypertension artérielle, elle va elle-même altérer le rein par des lésions vasculaires. Donc, avoir l'HTA d'une autre cause, par exemple une HTA d'origine endocrinienne, donc, ou une sténose d'artère rénale, par exemple. Donc, avoir une HTA d'une autre cause, elle va encore altérer la fonction rénale par les lésions vasculaires qu'elle entraîne, d'accord, quelle que soit son origine. Une protéinurie aussi, ça va altérer, en fait, accélérer la progression de l'insuffisance rénale. Et bien sûr, l'obésité, je vous ai expliqué tout à l'heure, le rôle de l'obésité est comme facteur de risque de maladie rénale et comme cause aussi de maladie rénale. Maintenant, ça, c'est le chapitre le plus long et le plus important dans la maladie rénale de l'enfant, c'est les complications. D'accord. Parce qu'ils font beaucoup de complications, malheureusement, contrairement à l'adulte. Donc, on va prendre les principales complications de la maladie rénale et après, on va les détailler un petit peu. D'accord.
Donc, on a comme tête de file, on a l'anémie rénale. Je vais vous expliquer c'est quoi l'anémie rénale. Vous avez le retard de croissance et la dénutrition. Bien sûr, si la maladie rénale s'est installée avant l'âge de puberté, le patient il va faire un défaut, un retard saturopondéral. L'acidose métabolique avec ses conséquences, oui, c'est une complication de la maladie rénale d'une manière générale. L'ostéodystrophie rénale avec toutes ses conséquences sur le squelette, d'accord, et les articulations. L'altération de l'axe gonadotrope, donc tout ce qui est sexuel, puberté, etc. Maladie cardiovasculaire et hypertension artérielle, c'est la relation entre le cœur et le rein, donc c'est les complications cardiaques et cardiovasculaires de la maladie rénale, les infections comme complications aussi, et l'impact bien sûr neurocognitif et l'altération de la qualité de vie. Commençons par l'anémie. L'anémie, bon, on va prendre la définition. Bon, le dépistage se fait avant la définition, on va parler du dépistage. Donc, le dépistage de l'anémie rénale se fait par la surveillance de l'hémogramme selon le DFG. Ça, c'est des recommandations. Lorsque vous avez un DFG, et ça, c'est commun entre adultes et enfants, lorsque vous avez un DFG de plus de 60 millilitres minute, là, le dépistage n'est pas systématique. Donc, faire une FNS n'est pas systématique. C'est en cas de point d'appel clinique. C'est-à-dire si vous suspectez l'anémie, s'il y a des signes cliniques qui orientent vers l'anémie, d'accord? Ou lors d'une exploration, d'un bilan systématique de surveillance, d'accord? Par contre, lorsque le DFG devient de 30 à 59 millilitres par minute, là, on est obligé de faire au moins, on dit au moins une FNS par an, même s'il n'y a pas l'anémie, mais au moins faire une FNS par an, on doit la dépister. Lorsque l'insuffisance rénale devient sévère, c'est le stade 4 de CKD4, le DFG de moins de 30. Là, il faut faire au moins une FNS au moins 2 fois par an s'il n'y a pas l'anémie. Hein. C'est pour dépister et diagnostiquer précocement l'anémie. D'accord? Ça, c'est commun entre adultes et enfants. Maintenant, quelle est la définition? Quand est-ce qu'on va parler d'une anémie l'anémie rénale, parce qu'on parle de l'anémie rénale chez l'enfant. Donc là, c'est la définition entre 0,5 à 5 ans. Donc, vous pouvez dire de 6 mois à 5 ans, on parle d'une anémie chez l'enfant lorsque l'hémoglobine de moins de 11, entre 5 à 12 ans lorsque l'hémoglobine devient moins de 11,5 et 12 à 15 ans lorsque l'hémoglobine de moins de 12, d'accord, grammes par décilitre. Et ça, c'est selon les recommandations, c'est les CADIGO. Les recommandations dans le monde de néphrologie s'appellent les CADIGO. CADIGO, c'est pour Kidney Disease Improving Global Outcome. C'est des recommandations américaines, bien sûr. Chaque 5 ans, qui sort chaque 5 ans, concerne toutes les maladies néphrologiques. Donc, cette définition pour le diagnostic de l'anémie rénale, ça vient des derniers CADIGO, d'accord? Comment elle est maintenant l'anémie rénale? L'anémie rénale, c'est une anémie qui est souvent, on va dire souvent, normocytaire, normochrome, arégénérative. D'accord? C'est une anémie normocytaire, normochrome, arégénérative. Mais elle peut être microcytaire s'il y a un déficit en fer associé, et c'est une situation qui est fréquente. Donc, on peut retrouver une anémie microcytaire. Et elle peut être macrocytaire s'il y a un déficit en vitamine B9 et B12, chose aussi qui est fréquente en cas d'insuffisance rénale. Ça, c'est commun entre adultes et enfants, d'accord? Donc, l'anémie d'origine rénale, c'est une anémie qui est normocytaire normochrome arégénératif, d'accord? Mais elle peut être aussi microcytaire et macrocytaire. On passe. Quelles sont les manifestations cliniques de l'anémie? C'est comme toute anémie, il n'y a pas de particularité avec de l'anémie rénale. Les manifestations cliniques, vous avez la diminution de la qualité de vie, la diminution des capacités physiques, la baisse des fonctions intellectuelles, la dépression, l'insomnie, la perte de libido, les troubles du cycle menstruel. Les signes cardiovasculaires, l'HVG, l'hypertrophie ventriculaire gauche, la dyspnée d'effort, la tachycardie, la lipothymie, l'hypotension orthostatique et les coronopathies. Autre signe, on a l'AVC, ça peut être une complication d'une anémie, et l'altération de la réponse à la vaccination. Et j'ai mis ici en rouge quelque chose de très important, c'est l'aggravation de la maladie rénale chronique. Regardez, là aussi, on a un autre cercle vicieux. On a dit là que le rein est responsable de cette anémie, c'est pour ça qu'on parle d'une anémie rénale, mais une fois l'anémie s'installe, si on ne la traite pas, elle va entraîner l'aggravation de la maladie rénale chronique d'origine.
D'accord? Vous voyez le cercle. C'est pour ça on doit traiter, l'anémie d'origine rénale. Sinon, même notre maladie rénale, elle va progresser et évoluer rapidement. Je crois qu'il y a une question. Comment l'anémie donne un AVC? Ça, c'est une manière générale, hein, ce n'est pas l'anémie rénale. Lorsqu'on a une anémie, il y a un certain ralentissement du débit sanguin dans les vaisseaux. Le ralentissement du débit sanguin va entraîner le risque de coagulation. Et qui dit risque de coagulation, risque de faire des AVC. Mais c'est une complication du débit sanguin. D'accord? Alors, je passe. Docteur, Oui. pouvez-vous répéter ce que vous avez dit? Il était coupé, le son. Ah, d'accord. Il y avait une question, il y a quelqu'un qui a posé la question, comment l'anémie va se compliquer d'une AVC? Eh bien, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que c'est dû au ralentissement du débit sanguin. Lorsqu'on a une anémie grave, sévère, il y a un certain ralentissement dans le débit sanguin au niveau des vaisseaux. Donc, qui dit ralentissement du débit sanguin dit risque accru de coagulation. Donc, le patient peut développer un thrombie, une coagulation, et faire un AVC. D'accord? Mais c'est une complication qui est rare et se voit surtout dans les cas graves, sévères de l'anémie. D'accord? On continue. Les investigations de l'anémie rénale, qu'est-ce que je dois faire si je suspecte une anémie? Aussi, ça, c'est des recommandations, hein, d'accord? Je vous ai mis toutes les recommandations, hein. On n'invente rien, hein. Alors, il y a l'FNS en premier, bien sûr, avec le taux d'hémoglobine, le tout, les plaquettes, etc., le VGM et tout pour calculer, en fait, pour étiqueter l'anémie, les caractéristiques de l'anémie. Dosage de la vitamine B12, B et B9, les folates, vitamine B9, parce que c'est souvent en déficit en cas de maladie rénale. C'est pour ça qu'on risque d'avoir une anémie macrocytaire en cas de maladie rénale. L'exploration iron, c'est le fer, hein. L'exploration du fer, donc on va doser la ferritinémie, c'est quelque chose de très important, c'est de la routine dans notre pratique quotidienne. C'est quoi la ferritinémie? C'est les réserves en fer. Si je dose la ferritinémie, c'est que je vais voir les réserves de ce corps en fer. Il faut savoir seulement que les réserves en fer, les normes ne sont pas les mêmes. Chez le malade, le sujet normal, il peut avoir au maximum entre 50 à 200 de nanogrammes de ferritinémie, c'est très bien, mais chez l'insuffisant rénal, il faut avoir, ce n'est pas les normes, c'est pas les mêmes normes, il faut avoir plus de 500, d'accord? Donc, les normes, il ne faut pas les comparer avec les normes du laboratoire. L'insuffisant rénal, il a ses particularités. L'essentiel, ce que vous devez savoir, c'est que juste quand on dose la ferritinémie, qui est les raisons, la transférine aussi, la transférétine saturation, le CRP, c'est important de doser la protéine, la CRP, d'accord? Pourquoi? Et les marqueurs d'inflammation. Pourquoi c'est important de doser la CRP? Pour deux raisons. Premièrement, lorsqu'on a la CRP, elle s'élève, vous savez, lorsqu'il y a soit une infection, soit une inflammation, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a une CRP élevée et s'il y a une inflammation, avoir l'inflammation, parmi les signes du syndrome inflammatoire, c'est l'hyperferritinémie. Ça fait partie des signes du syndrome inflammatoire, quelle que soit la cause. Donc, si quand je dose ma ferritinémie, je dois l'accompagner avec le dosage de la CRP. Parce qu'avoir une CRP élevée, avec une ferritinémie élevée, ça ne veut pas dire que le patient a de bons réserves en fer, mais c'est seulement une fausse augmentation de la ferritinémie qui est due à un syndrome inflammatoire. D'accord? C'est un peu pour éliminer les fausses hyperferritinémies. D'accord? Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle on est obligé de doser la CRP dans l'exploration de l'anémie, c'est qu'on va traiter, vous allez voir après, on va traiter par le fer injectable. Et le fer, son problème, c'est qu'il favorise la pullulation bactérienne. Vous, généralistes, vous devez connaître cette information, c'est très important. Le fer favorise la pullulation bactérienne, c'est-à-dire avant de prescrire le fer, surtout s'il s'agit du fer injectable, il faut s'assurer que le patient n'est pas infecté.
Parce que s'il est infecté par des bactéries, ça va favoriser la population bactérienne. Il peut se retrouver dans le sepsis. Moi, j'ai eu une patiente qui est décédée suite à un choc septique parce qu'elle a reçu des cures de fer, pas à notre niveau, ailleurs, qui a reçu des cures de fer alors qu'elle était infectée. Elle n'a pas respecté, elle n'a pas pris son traitement antibiotique et elle a précipité pour recevoir les perfusions de fer injectables. Eh ben, elle s'est retrouvée avec un choc septique, elle est décédée le jour même. Donc, là, le dosage de CRP est très important pour les deux raisons. Pour étiqueter un syndrome inflammatoire afin d'éliminer les fausses hyperféritinémies et deux, pour éviter de nuire au patient et de provoquer une complication infectieuse s'il a une bactérie dans son corps. D'accord? Donc, avant le traitement de l'anémie, on doit s'assurer que la CRP est négative. OK? Un mot seulement sur la pathogénie de l'anémie. On tarde un peu sur l'anémie parce que c'est une complication qui est presque constante de la maladie rénale chronique. Il y a peut-être une exception on ne peut pas avoir une maladie rénale chronique sans avoir une anémie rénale, après, lorsque le DFG est de moins de 60. L'exception, c'est la polykystose. La polykystose, c'est la seule maladie rénale chronique où on n'a pas d'anémie. D'accord? Parce que, en fait, les kystes, ils vont sécréter l'érythropoïétine, on va la voir, qui est responsable de la formation d'hémoglobine. D'accord? Donc, en dehors de cette exception, toutes les maladies rénales vont s'accompagner à partir de certains stades d'insuffisance rénale, d'anémie rénale. C'est pour ça qu'on insiste sur ça. D'accord? Quelle est maintenant la pathogénie? En fait, c'est complexe. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a une anémie rénale. Ici, on va commencer par les plus importants. On a le déficit en érythropoïétine. C'est la principale cause de l'anémie rénale. Je ne sais pas si vous connaissez l'érythropoïétine. L'érythropoïétine, c'est l'hormone qui est responsable de la formation de l'hémoglobine chez l'être humain. Et l'érythropoïétine, elle est sécrétée par le rein. D'accord? Elle est sécrétée par les cellules interstitielles rénales. C'est pour ça, si vous avez une maladie rénale, donc il y aura forcément, comme toute altération, il y aura une altération de la fonction rénale. Parmi les fonctions rénales, vous avez la fonction endocrine, donc il y aura une altération de la sécrétion d'érythropoïétine. J'ouvre une petite parenthèse aussi pour dire que le rein n'est pas un simple passoire, il n'a pas juste le rôle de filtration du sang. Le rein, c'est un organe endocrinien. Il est responsable il a un grand rôle dans l'équilibre de l'homéostasie et dans la sécrétion de certaines hormones. Par exemple, on a pris l'exemple de l'érythropoïétine, chose qui est très importante, elle est obligatoire. Elle est indispensable pour la formation d'hémoglobine. On ne peut pas avoir une formation d'hémoglobine sans érythropoïétine et elle est sécrétée principalement par le rein. Vous avez aussi la sécrétion de la rénine qui démarre l'axe rénine-angiotensine-aldostérone qui est responsable de l'équilibre de la tension artérielle dans le corps. Vous avez aussi la conversion de la vitamine D, par exemple, la deuxième conversion qui se fait au niveau rénal. Donc, si vous avez remarqué, le rein, c'est un organe endocrinien qui a un grand rôle dans l'équilibre de l'homéostasie et le bien-être de l'être humain. D'accord? Donc, avoir un déficit en érythropoïétine, c'est la principale cause de l'anémie rénale. Il y a aussi la carence martiale, donc la carence en fer. On va voir pourquoi il y a une carence en fer chez l'insuffisance rénale. Il y a des fois une résistance à l'érythropoïétine. D'accord? Il y a la résistance à l'érythropoïétine qui est due principalement elle est due à la carence martiale et à l'hyperparathyroïdie. Parce qu'il y a aussi l'hyperparathyroïdie secondaire, voire tertiaire, qui est secondaire à l'insuffisance rénale. D'accord? Il y a aussi la situation d'inflammation chronique. Elle va participer aussi dans l'anémie rénale et on va voir pourquoi. Il y a aussi les pertes sanguines au niveau de l'hémodialyse, lors de l'hémodialyse ou lors des bilans biologiques systématiques qu'on fait chez l'insuffisance rénale. Donc, ça va entretenir, ça n'est pas elle-même la cause de l'anémie, mais elle va entretenir l'anémie rénale. Mais les deux principales causes, vous avez en premier le déficit en érythropoïétine et la carence martiale. Pourquoi maintenant on a une carence martiale chez l'insuffisance rénale? Il y a plusieurs causes. On va juste prendre les plus importantes. C'est soit dû à un déficit d'apport, donc du fer. C'est la mauvaise appétit parce que lorsque le sujet
le sujet, en cas d'insuffisance rénale chronique, il y a une accumulation des toxines, des déchets sur l'organisme. L'accumulation, elle va se faire partout. Parmi les organes qui seront touchés, il y a l'estomac, l'estomac et le tube digestif. Donc, ça va donner une sensation de satiété chez le malade. Donc, il ne va jamais sentir la faim. C'est pour ça qu'il a une mauvaise appétit, il ne va pas bien manger. C'est normal qu'il va avoir c'est une parmi les causes de la carence martiale. Bon, ça bouge tout ça, je ne sais pas pourquoi. L'essentiel, pourquoi ça bouge? I don't know. Bon, il y a aussi la mauvaise absorption digestive aussi, c'est dû à la même chose, à l'accumulation des toxines au niveau digestif. Il y a les interactions médicamenteuses parce que c'est des malades qui reçoivent des médicaments, donc il y a des interactions, par exemple l'oméprazole qui entre en interaction avec l'alimentation, avec l'absorption digestive. Il y a les pertes au niveau de la dialyse, les pertes sanguines au niveau de la dialyse. Il y a aussi les hémorragies qui peuvent se voir digestives, surtout chez les sujets en insuffisance rénale, etc. D'accord? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'insuffisance rénale peut développer une carence martiale. Maintenant, ça, vous n'êtes pas obligé de l'apprendre, mais je vais vous expliquer. Il suffit de savoir qu'il y a une hormone qui s'appelle l'hepcidine qui participe énormément dans la carence martiale chez l'insuffisance rénale. C'est quoi l'hepcidine? C'est une hormone qui est sécrétée par le foie. C'est une hormone physiologique qui se retrouve chez tout le monde, qui est sécrétée par le foie. C'est quoi son rôle? Son rôle physiologique, c'est d'équilibrer l'hémoglobine. Elle va lutter contre l'hémochromatose et elle va lutter contre l'anémie. Comment ça fonctionne à l'état physiologique? Lorsqu'on a, par exemple, un déficit en fer, il y aura une inhibition de la sécrétion de l'hepcidine. Pourquoi? Parce que l'hepcidine, son rôle principal, c'est qu'elle va bloquer les transferts du fer au niveau de l'organisme. Elle va bloquer son absorption au niveau digestif, elle va bloquer son transfert de la moelle osseuse, elle va bloquer son transfert au niveau de la rate, etc. Donc, pourquoi elle est là? Parce que pourquoi elle va bloquer tout ça? C'est pour lutter contre l'hémochromatose. C'est pour ça, même si vous mangez par exemple beaucoup de viande, ce n'est pas tout le monde qui va faire une hémochromatose parce qu'il y a cette fameuse hormone hepcidine qui va essayer d'équilibrer, de réduire les transferts en fer. L'absorption est digestive principalement du fer. D'accord? Et le contraire est vrai. Lorsqu'il y a une carence, elle sera inhibée sa sécrétion sera inhibée afin de favoriser, de permettre au maximum les transferts du fer, d'accord, afin de lutter contre l'anémie. Ça, c'est la physiologie. Maintenant, dans la situation pathologique, l'inflammation chronique, comme la situation de l'insuffisance rénale, l'hyperurémie, c'est une situation d'inflammation chronique de l'organisme. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une hypersécrétion, en cas d'hyperurémie, il y aura une hypersécrétion de l'hepcidine, d'accord? Quel que soit le taux d'hémoglobine. Là, on est dans la situation pathologique. Avoir une inflammation chronique, ça va favoriser la sécrétion hépatique de l'hepcidine, et vous savez que l'hyperurémie, c'est une situation inflammatoire. Donc, il y aura une hypersécrétion de l'hepcidine. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va bloquer tous les transferts du fer. Donc, elle va bloquer principalement l'absorption digestive du fer. Ça, c'est pourquoi j'insiste sur ça et pourquoi je vous ai parlé de cette hormone, pour attirer votre attention par rapport à une faute médicale que tout le monde fait, surtout les généralistes. Les généralistes, même quelle que soit la fonction rénale, ils continuent à prescrire le fer chez le malade. Eh bien, je vous dis que ça ne sert à rien de donner du fer oral à un malade qui a une altération de la fonction rénale. Un insuffisant rénal, ça ne sert à rien de prescrire du fer. Parce que si vous prescrivez du fer, ça ne va pas être absorbé, ça va aller dans les selles, ça va causer que la constipation. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a une insuffisance rénale, dès le DFG devient moins de 60, il y a cette sécrétion énorme hépatique de l'hepcidine, donc le fer ne sera pas absorbé. D'accord? Même que ce soit le fer de l'alimentation ou le fer des médicaments. C'est pour ça, c'est quoi la solution? C'est que chez l'insuffisance rénale, obligatoirement, on doit traiter par le fer injectable.
le fer oral, ça ne va pas du tout être absorbé. Et plus la fonction rénale va s'altérer, plus l'absorption, elle sera inhibée. D'accord? Donc, quelqu'un qui a un DFG à 60, peut-être qu'il aura une petite absorption, mais quelqu'un qui a 15 de DFG, c'est bon, il n'y a plus d'absorption au niveau digestif. Même s'il mange bien, le fer, il aura du mal à être absorbé. C'est pour ça, j'ai mis ce dispositif et j'ai expliqué l'Epsidine. Pourquoi? Parce que vous allez voir après dans le traitement, vous allez comprendre pourquoi on ne traite pas par voie orale. On est obligé, c'est l'insuffisance rénale, en cas d'anémie rénale, de traiter par voie injectable. Très bien. Quelle est la prise en charge? Donc, ça dépend, ça suit là, en fait, le mécanisme et la cause de l'anémie rénale. Donc, on a dit qu'il y a un déficit en érythropoïétine. Et ben, le rein il est incapable de sécréter l'érythropoïétine. Et ben, on doit donner de l'érythropoïétine artificielle. On doit donner un médicament qui est l'érythropoïétine, qui va se donner par voie soit injectable en intraveineux, soit en sous-cutané. D'accord? Elle s'appelle, il n'y a pas un seul médicament, il y a plusieurs classes d'érythropoïétine. Donc, c'est le PO, c'est les agents stimulant l'érythropoïèse. Parce que maintenant, il y a plusieurs classes d'agents stimulant l'érythropoïèse. D'accord? Donc, c'est de l'érythropoïétine. Il y a aussi une carence en fer, donc je dois donner le fer artificiellement aussi par voie intraveineuse. Et on a vu pourquoi on donne par voie intraveineuse. La bonne dialyse aussi, la dialyse adéquate afin d'éliminer au maximum les toxines, les déchets qui vont être responsables, par exemple, de la satiété. On a vu que la mauvaise appétit, elle est due à une mauvaise dialyse, par exemple. Et ça va éliminer aussi les facteurs, les marqueurs d'inflammation qui maintiennent la sécrétion d'oxydine, etc. Donc, avoir une bonne dialyse, ça va participer timidement, je dis bien timidement, ce n'est pas la dialyse adéquate qui va gérer le problème de l'anémie, mais elle va participer quand même à la bonne réponse au traitement, on va dire, à la bonne réponse au traitement de l'anémie. Et bien sûr, s'assurer de la bonne nutrition parce que même si le fer n'est pas bien absorbé, mais par exemple, le déficit, vous savez qu'il y a aussi le déficit en vitamine B12, le déficit en folate, etc. Donc, assurer une bonne nutrition tout en bien sûr respectant le régime autorisé selon le grade de l'insuffisance rénale. Mais les deux principaux traitements, c'est l'association EPO, érythropoïétine, plus fer injectable. Et n'oubliez pas, bien sûr, de supplémenter en vitamine B12 et en folate parce que c'est souvent en déficit. On a terminé avec l'anémie, donc on passe rapidement à la croissance et la nutrition. Une autre complication, c'est le retard de croissance. Tout ce qu'on a dit sur l'anémie, c'est quand même entre adultes et enfants, d'accord? Maintenant, on va parler de cette particularité du retard de croissance chez l'enfant, en cas de maladie rénale chronique. C'est un symptôme qui est fréquent, c'est très fréquent d'avoir ça si la maladie s'installe avant la puberté. Il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Vous avez l'âge du début de l'IRC, bien sûr, plus c'est précoce, plus le retentissement est important sur la croissance. La néphropathie causale et ses complications et ses conséquences. Par exemple, s'il y a une polyurie ou une perte, par exemple, des protides importantes en cas, par exemple, de syndrome néphrotique congénital, la perte des protides, ça va entraîner une dénutrition qui va entraîner un retard de croissance. L'acidose métabolique est une complication habituelle et constante de l'insuffisance rénale. Là, et les troubles électrolytiques aussi, en particulier l'hyponatrémie, ils ont aussi un rôle dans la sécrétion de GH. Pardon. Ces troubles-là vont altérer la sécrétion de GH, qui est l'hormone de croissance, donc elles vont participer au retard de croissance. Aussi, les apports caloriques qui sont souvent insuffisants et cela est aggravé par l'anorexie. On a parlé de l'anorexie, de l'insuffisance rénale. Donc, souvent, la mauvaise appétit, elle va participer à ce retard de croissance. L'atteinte aussi osseuse qui est secondaire à l'hyperparathyroïdie secondaire à l'insuffisance rénale. Vous savez qu'il y a 3 types d'hyperparathyroïdie. Vous avez l'hyperparathyroïdie primaire qui est problème propre de la parathyroïde où la PTH est sécrétée énormément. L'hyperparathyroïdie secondaire qui selon le nom l'indique, elle est secondaire à autre chose. Elle est secondaire ici, c'est souvent secondaire à l'insuffisance rénale. Et vous avez aussi le troisième type, c'est l'hyperparathyroïdie tertiaire qui est l'apanage des malades en insuffisance rénale terminale avancée
Et des fois, ça peut se voir aussi chez les malades en dialyse péritonéale et même chez certains greffes. D'accord? Il y a aussi les perturbations de la sécrétion d'hormones de GH et le retard pubertaire. On passe. L'acidose métabolique aussi, c'est une des complications de l'insuffisance rénale. Quelles sont les causes de l'acidose métabolique? Vous avez la diminution de la réabsorption de bicarbonate filtré, la diminution de la synthèse d'ammoniac et la diminution d'excrétion de l'acidité titrable. Vous savez, je ne sais pas si vous avez fait le cours de l'acide base, vous savez que le principal, en fait, pour avoir un bon équilibre acide-base, il y a deux organes principaux qui participent. Vous avez le poumon et le rein. Le rein, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'éliminer l'H+, les ions H+, qui sont appelés acidité titrable, et réabsorber tout ce qui est bicarbonate. D'accord? Donc, lorsqu'il y a une insuffisance rénale, il y a une altération de cette fonction. Donc, le rein il sera incapable d'éliminer les ions H+, et de réabsorber le bicarbonate, d'où l'acidose métabolique. Tu n'as pas suivi, Amira. Il y a une question, l'anorexie est due à quoi? J'ai expliqué, j'ai parlé de ça. Tu n'as pas suivi. On a dit que chez l'insuffisance, mais je répète pour toi, chez l'insuffisance rénale, il y a l'accumulation des toxines, les déchets, donc la créatinine, l'urée, l'uricémie, l'acide urique, etc. C'est des toxines, c'est des déchets qui vont s'accumuler, d'accord, c'est ce qui vont s'accumuler au niveau et se déposer un peu partout dans l'organisme. Si ça se dépose, par exemple, au niveau cérébral, ils vont donner des troubles psychiques et psychiatriques. On va voir après. La dépression, par exemple, c'est quelque chose, c'est un signe qui est très, très fréquent chez l'insuffisance rénale et c'est dû à principalement la part, il y a la part psychique, mais aussi il y a une part organique, c'est l'accumulation et le dépôt des déchets sur le cerveau. Si, par exemple, ces déchets vont s'accumuler sur la peau, ils vont avoir le teint grisâtre, jaunâtre, grisâtre. Ils ont les insuffisants rénaux, surtout au stade terminal, les dialysés, ils ont tous un teint brun. Même si même à la base, le patient était blond, il va devenir pratiquement brun en fait par le dépôt des déchets. Les déchets, même si ça se dépose au niveau du tube digestif, ils vont se déposer au niveau du tube digestif, ils vont donner au niveau de l'estomac une sensation de satiété. D'accord, il ne va pas sentir la faim parce qu'il y a la paroi digestive qui est plein et de déchets et de toxines. Donc, ça va donner une sensation de satiété. Il va se sentir folle, شبعان. Donc, ça va s'exprimer par une anorexie. D'accord? Alors, on revient sur l'acidose métabolique. Donc, les conséquences de l'acidose métabolique, on aura l'augmentation du catabolisme protidique qui va participer au retard de croissance, donc, parce que l'H+, il favorise le catabolisme des protides. L'augmentation de la résorption osseuse aussi. L'H+, c'est par des mécanismes complexes, mais c'est des mécanismes chimiques, tout simplement. Ils vont participer, l'H+, à la résorption osseuse. La diminution aussi de la production de la vitamine D, c'est dû à l'hyperparathyroïdie, qui va entraîner une hyperparathyroïdie secondaire. D'accord? Donc, tout ça va participer on peut dire, au retard de croissance, parce qu'avoir des complications articulaires, le catabolisme protidique, et aussi la vitamine D qui sera en déficit parce qu'il n'y aura pas la deuxième conversion de la vitamine D qui se fait au niveau rénal. L'ostéodystrophie maintenant rénale, sous le terme ostéodystrophie rénale se cachent plusieurs maladies. Peut-être vous avez vu ça dans le module de rhumatologie, il y a l'ostéite fibreuse, il y a l'ostéopathie adynamique, l'ostéomalacie, les calcifications des tissus mous. Tout ça, ça s'appelle l'ostéodystrophie rénale. D'accord? C'est dû à quoi? C'est dû à une hypocalcémie, à l'hyperphosphorémie, diminution du calcitriol, qui est la vitamine D, l'hyperparathyroïdie secondaire, ce qui va entraîner tout ça, ça va entraîner la résorption, vous pouvez dire, et les maladies